Gameloft aujourd'hui c'est une société qui compte plus de 5400 personnes, donc c'est beaucoup de monde, avec plus de 25 studios répartis tout autour du monde pour développer tous les jeux qu'on fait sur téléphone mobile, smartphone, tablette, et une présence commerciale dans plus de 40 villes importantes dans le monde. Donc on existe depuis 11 ans maintenant, donc on commence à bien connaître ce milieu du jeu sur téléphone mobile, et aujourd'hui sur les smartphones, les tablettes, les set-top box et les TV connectés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a encore du sens de dire que Gameloft c'est français ou pour un éditeur comme ça mondialisé, et puis est-ce que ça a un intérêt quelconque d'être français dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a une French touch? Alors, effectivement, Gameloft c'est une société française, je dirais même plus bretonne, et donc effectivement notre ADN est proche de celui d'Ubisoft, puisque le CEO de Gameloft, Michel Guillemot, est l'un des fondateurs d'Ubisoft et a monté tous les studios d'Ubisoft il y a longtemps maintenant. Donc voilà, donc on est issu un petit peu de ce monde du jeu vidéo français, effectivement, qui a démarré dans les années 80 et qui s'est bien développé par la suite. Gameloft c'est une société française, donc oui, même si beaucoup de nos studios sont à l'étranger, on reste une société française, on est content de l'être. Et quant à la French Touch, je pense qu'effectivement on peut être satisfait de voir quelques acteurs en France qui sont je dirais, en pointe sur ces nouvelles technologies, sur des secteurs qui sont extrêmement porteurs, qui parlent au grand public, qui parlent à tout le monde. Et bon voilà, donc satisfaisons-nous de cette situation-là et profitons-en. Si je prends l'exemple d'iOS et de l'iPhone en particulier, bon, c'est vrai qu'au début de la plateforme, en 2008, quand l'App Store est ouvert, on avait des joueurs qui préféraient plutôt des jeux orientés plutôt core gaming, donc des jeux qui sont un peu plus orientés action, qui viennent plutôt du monde du jeu vidéo, parce que voilà, on avait beaucoup d'early adopters qui se ruaient sur l'iPhone. L'émergence des App Store dans le sens global du terme, que ce soit sur iOS, sur Android ou d'autres plateformes à partir de 2008-2009, a créé un appel d'air sur le marché vraiment extrêmement important, où beaucoup de personnes se sont engouffrées dans la brèche. L'avantage de ça, c'est que ça a permis de montrer au grand public qu'il y avait des choses intéressantes à faire sur son téléphone mobile autre que téléphoner, envoyer des SMS ou faire des réseaux sociaux. Donc les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient télécharger des applications et essentiellement des jeux aujourd'hui. Donc pour nous, ça a été, je dirais, un levier extrêmement important en termes de croissance et puis de créativité aussi, puisque associé à ces canaux de distribution complètement nouveaux, on a eu des smartphones puis des tablettes extrêmement puissants qui nous ont permis d'aller bien au-delà de ce qu'on faisait jusqu'en 2007-2008 sur des téléphones Java classiques. Donc juste pour vous illustrer, quand on a commencé à faire du jeu sur téléphone mobile au début des années 2000, les jeux Java c'était des jeux en 2D qui faisaient 1 ou 2 mégabits maximum. Donc voilà, donc on arrivait assez vite en termes de capacité de ce que pouvaient faire les téléphones mobiles pour avoir un jeu intéressant. À partir de 2008, on a eu des plateformes très puissantes qui nous ont permis de faire des jeux en 3D de plusieurs centaines de mégaoctets, où là on avait vraiment une expérience jeu vidéo et une qualité qui intéressait le grand public. Et puis au fil du temps, on s'est rendu compte que l'audience qu'on retrouvait sur l'App Store était beaucoup plus grand public, plus de femmes, plus de gens qui n'étaient pas forcément, je dirais, au courant de ce qui se passait dans le monde classique du jeu vidéo. Donc on a adapté nos jeux pour faire des jeux plus grand public. Et alors par exemple, il va y avoir des jeux pour filles chez Gameloft? Il y a déjà des jeux pour filles chez Gameloft, on en aura un petit peu plus cette année encore. Tout simplement, par exemple Green Farm, qui est un jeu de simulation de ferme qu'on a lancé l'été dernier. Plus récemment Fantasy Town, qui est un jeu de simulation, un tycoon game, qui vraiment lui s'adresse aux jeunes filles et aux femmes et qui est très prisé aujourd'hui. Quand on fait du jeu effectivement sur smartphone, sur tablette, on doit s'organiser en termes de production et de diffusion de nos jeux par rapport à une contrainte qui est effectivement on vend ces jeux que quelques euros ou on les diffuse en freemium. Donc ça veut dire qu'on va concevoir les jeux aussi dans cette optique-là, et avec des équipes qui sont vraiment spécialisées sur ce type de produit. Et là, pour le coup, c'est un développement, une organisation complètement différente d'une société de jeux vidéo classique qui va mettre 2 à 3 ans pour développer un titre avec une équipe de 200 personnes et dont les coûts de développement vont coûter plusieurs dizaines de millions d'euros.
Donc effectivement, à la fin, je dirais le jeu est différent en termes de profondeur, mais voilà, c'est parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes plateformes. On a des plateformes de plus en plus évoluées qui arrivent, donc ça veut dire qu'on a une inflation sur les temps de développement et sur les coûts, on constate exactement le même phénomène. Donc un jeu Java classique qu'on développait il y a quelques années et qu'on continue à développer aujourd'hui, parce que le téléphone Java c'est toujours une partie importante de notre activité, ça prend à peu près 6 à 8 mois de développement et ça coûte quelques centaines de milliers d'euros, pas plus. Aujourd'hui, un jeu pour smartphone ou tablette d'une qualité, je dirais, au top de ce qu'on est capable de faire. Si je prends un exemple comme Tintin, par exemple, qui est disponible sur iOS et Android, c'est le type de jeu qui demande un an de développement et on est sur des budgets de l'ordre du million d'euros. Donc ça commence à être des éléments significatifs en termes de développement et de temps de développement. Et donc en termes d'équipes mobilisées, c'est des équipes de plusieurs dizaines de personnes qui sont mobilisées à différents stades du projet, la conception, le développement, le portage, le test, etc. et ensuite la distribution. Donc voilà, donc on est vraiment sur un processus de développement typique du jeu vidéo, mais adapté aux plateformes mobiles. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans les nouvelles plateformes, depuis 3-4 ans, effectivement, iOS et Android dominent le marché. On a été un peu plus rapide sur iOS, parce que c'est la plateforme qui s'est diffusée le plus rapidement, et on a enclenché nos jeux sur Android très rapidement derrière, et c'est vrai que Android Marketplace aujourd'hui s'est beaucoup amélioré et nous permet aujourd'hui de faire des jeux équivalents à ce qu'on fait sur iOS en termes de qualité, de performance, etc. Donc comme je disais tout à l'heure, iOS permet un développement, je dirais, optimisé dans le sens où les plateformes Apple sont assez homogènes en termes de fonctionnalités, de spécifications, et le modèle App Store est très carré, très verticalisé. Donc ça, c'est un modèle qui est aujourd'hui très efficient. Ce qu'on constate, c'est que Google Android est un modèle qui commence à très bien fonctionner et qui est en phase de rattrapage, et compte tenu de la masse de terminaux qui sont vendus aujourd'hui sur le marché, de la base installée, on n'a pas de souci quant à la viabilité et le succès de cette plateforme. Donc aujourd'hui, on ne fait pas de choix, on adresse les deux plateformes de façon équivalente, à la distinction d'Android, où là on doit s'adapter à l'écosystème qui est beaucoup plus complexe, avec toute la diversité de constructeurs, d'implémentation d'Android, les versions d'Android, les tailles d'écran, la mémoire, les CPU, etc. Après, on ne fait pas de choix en termes de plateforme. Nous, on fait du jeu pour le grand public, et le faire du jeu pour le grand public, ça sous-entend que les jeux doivent être diffusés au maximum et le plus largement possible. Donc on est, je dirais, contraint dans notre activité d'adresser le maximum de plateformes possibles pour que une personne qui dispose d'un téléphone mobile puisse accéder, ou d'une tablette puisse accéder à nos jeux. Donc ne pas développer sur une plateforme donnée, ça veut dire se priver de ventes potentielles, donc ça on n'aime pas tellement. Alors Gameloft a tenté différents modes de monétisation de ces jeux, on est passé du jeu payant, on s'était parlé il y a quelques années, et à ce moment-là Gameloft vendait ses titres à peu près 8 €. Aujourd'hui c'est plus, pour un titre nouveau, 5,49 je crois, et puis il y a eu le modèle de l'achat in-app, puis le modèle du freemium, sur lequel vous avez eu quelques soucis je crois. Comment vous choisissez votre mode de monétisation, et puis vers lequel vous vous orientez plus largement, comment vous choisissez ça? Alors en fait, on fait quelque chose de très simple, c'est qu'on regarde le marché, on regarde les tendances du marché, et on regarde comment celui-ci évolue. Donc ce dont on s'est aperçu, c'est que l'an dernier, en moins de 18 mois, le marché a basculé vers le freemium, parce qu'aujourd'hui, il y a une telle audience grand public que quand on n'est pas forcément rompu au monde du jeu vidéo et qu'on n'a pas forcément envie de payer directement un jeu sans savoir la qualité qu'on va obtenir et si on va prendre du plaisir à jouer, ça impose de commercialiser les jeux différemment. D'où l'apparition du freemium. Donc nous, on a pris le virage du freemium l'an dernier. Donc aujourd'hui, les jeux freemium Gameloft que vous trouvez, c'est Green Farm, c'est Fantasy Town, c'est Dungeon Hunter 3, c'est Real Football 2012, et un certain nombre d'autres jeux. Et donc ça a été plutôt bien accueilli par le grand public. Alors c'est vrai que c'est aussi un mouvement qui est assez récent, donc on apprend également en marchant. Et donc vous parliez de petites erreurs. C'est vrai que si on prend Dungeon Hunter 3, sur lequel il y a eu une petite polémique, on s'est rendu compte en fait de deux choses. C'est que Dungeon Hunter 3 déjà était un concept de jeu un petit peu différent par rapport au 1 et au 2. Donc en fait il y a eu un
petit décalage déjà là-dessus, qui a un petit peu surpris la communauté qui connaissait bien notre jeu. Et donc on aurait peut-être dû effectivement l'appeler différemment, peut-être pas 3, mais l'appeler différemment en disant voilà, c'est une autre vue du monde de Dungeon Hunter, c'est un mode de jeu différent, c'est un peu un monde un peu parallèle à ce que vous connaissez déjà, et d'où cette nouveauté dans le gameplay de Dungeon Hunter 3. À ça, on a rajouté la couche freemium, et ce qui a été finalement très intéressant, puisque c'est vrai que au début, les notations du jeu n'étaient pas exceptionnelles, mais aujourd'hui, si vous regardez le nombre d'étoiles sur Dungeon Hunter 3, on est à 4 étoiles ou 4,5. Donc ça veut dire qu'on a réussi également à attirer le grand public sur ce titre qui était plutôt orienté gamer. Et donc ça, c'est quand même la beauté du modèle, c'est-à-dire qu'on peut proposer des jeux à un nombre de personnes beaucoup plus grand, et également générer de l'activité, du paiement, parce que voilà, un certain nombre de gens vont trouver le titre intéressant et vont vouloir aller plus loin dans l'expérience. Donc voilà, donc en fait on apprend, en ce moment le marché est extrêmement dynamique, et donc on aura de plus en plus de titres freemium. Cependant, on va continuer à avoir des titres premium, si on parle de Modern Combat par exemple, et un FPS que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui la référence sur l'App Store. Voilà, c'est pas le genre de titre qui a vocation forcément à passer en freemium, par exemple, parce que c'est un segment qui est très particulier, et puis il y a une demande, une attente très très précise des joueurs. Donc voilà, donc tous les jeux Gameloft ne seront pas freemium. Il y aura toujours des titres premium, parce qu'en fait, on a différentes audiences, différents types de joueurs, et on doit pouvoir s'adresser à toute cette population. Si on cherchait à résumer, celui qui paye cash facialement son jeu, c'est le hardcore gamer, et le freemium s'adresse plus au casual. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on sent effectivement, c'est pour faire en sorte que les jeunes filles, les femmes ou les hommes qui connaissent mal le monde du jeu vidéo puissent jouer à nos titres. Il faut vraiment baisser ce qu'on appelle la barrière à l'entrée au maximum. Et la baisser au maximum, ça veut dire ne pas faire payer au téléchargement. Comme ça, tout le monde peut s'essayer au jeu, et si ça plaît, on continue. Et ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien sur Fantasy Town, qui est vraiment l'un de nos best-sellers aujourd'hui, avec une population de joueurs absolument énorme, et dont on est très content des performances commerciales. Donc voilà, c'est un modèle qui est vertueux dans le sens où on touche plus de joueurs, et on arrive à mieux monétiser. Ce qui permet en fait de maintenir la qualité de nos jeux à un niveau très très élevé. C'est pas parce qu'on fait du freemium qu'on fait des jeux moins bons, au contraire. Est-ce que c'est assez clairement explicité pour les utilisateurs ce vers quoi ils tendent lorsqu'ils prennent un jeu freemium? Alors dans le modèle des jeux freemium, en fait, il y a la case de paiement. Et la case paiement, elle est gérée en fait par le diffuseur de la plateforme, donc que ce soit par Apple ou que ce soit par Google dans le cas d'Android. Et donc en fait, les règles de restriction quant aux achats in-app sont gérées par Apple dans le cas de iOS. Donc c'est pour ça que Apple a mis en place la demande du code de paiement toutes les 15 minutes par exemple. Ils apprennent avec vous en fait. Voilà, exactement. Apple fait évoluer son App Store, fait évoluer ses conditions de vente en même temps que les produits, les jeux, les applications qui sont diffusées sur l'App Store évoluent. Donc tout ça, c'est un monde qui est en perpétuel changement. Donc je suis sûr maintenant que toutes ces conditions liées justement, est-ce qu'un jeune enfant peut dépenser des centaines d'euros dans un jeu in-app, voilà, ça c'est déjà adressé par Apple, et donc nous on en profite également. Et sur le Mac alors, quelques jeux Gameloft sur le Mac, pas beaucoup, est-ce que ça va se renforcer, est-ce que ça se vend, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est supporteur de la plateforme Mac au travers du Mac App Store, donc on a un certain nombre, une dizaine de titres là, qui sont disponibles aujourd'hui. C'est une plateforme, en fait, le Mac, c'est un ordinateur, c'est différent de l'usage qu'on constate sur les smartphones et sur les tablettes. Donc je dirais la diffusion du Mac App Store et l'habitude de consommation de logiciels sur Mac est complètement différente sur un terminal iOS. Donc on n'est pas du tout aujourd'hui dans le même monde en termes de ratio de vente entre les plateformes mobiles et le Mac. Mais c'est une plateforme qui est très intéressante dans le sens où elle permet de développer des produits et des jeux qui tirent parti d'une puissance dont on ne dispose pas encore sur des tablettes ou des smartphones. Donc l'intérêt, c'est aussi de faire évoluer nos produits sur des plateformes très puissantes comme le Mac, pour ensuite éclairer, je dirais, un petit peu le chemin de ce qu'on fera un petit peu plus tard sur les terminaux mobiles, smartphones ou tablettes. Donc c'est une plateforme qui compte pour nous. D'accord, mais pour l'instant c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est plutôt des jeux iOS que vous portez sur Mac, non? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on n'est pas dans un processus de développement qui permette de faire des jeux spécifiques pour une plateforme donnée.
C'est-à-dire que, comme je le disais, on vend des jeux à des prix tout à fait raisonnables ou en freemium, donc c'est important pour nous de pouvoir, lorsqu'on conçoit un jeu from scratch, de pouvoir le diffuser le plus largement possible sur toutes les plateformes. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué de dire, voilà, sur telle plateforme, je fais un jeu qui n'est disponible que pour celle-ci. Parce que voilà, les coûts de développement, de diffusion, etc. font que l'équation est un petit peu difficile. Donc c'est pour ça que nos jeux ont vocation à se retrouver sur un maximum de plateformes possibles. Et l'avantage du Mac, ben voilà, c'est qu'on peut après ça rajouter des effets, optimiser nos jeux, rajouter des fonctionnalités qui permettent à nos développeurs de travailler sur des plateformes qui ne sont pas encore disponibles dans le monde de la mobilité aujourd'hui. Un grief qui est très récurrent à propos de Gameloft, c'est que Gameloft copie les jeux des autres. Qu'est-ce que tu peux dire, enfin, ce que vous pouvez dire, pardon, sur ce sujet-là? Alors, globalement, dans le monde du jeu vidéo, c'est un monde qui évolue et qui se nourrit toujours des innovations un petit peu des autres. Hein. Donc, quand on fait un jeu de football, bon, il n'y a pas non plus 10 000 façons différentes de faire un jeu de football, un FPS non plus également. Donc voilà, le monde du jeu vidéo, c'est un peu ça depuis sa création, depuis sa jeunesse dans les années 80. Donc, quand on constate ça, il n'y a pas vraiment de nouveauté, je dirais, là-dessus. L'autre point, c'est que nous, on est vraiment spécialisé sur du jeu grand public et sur du jeu sur plateforme digitale, donc smartphone, tablette, set-top box, TV connecté. Aujourd'hui, si vous regardez bien, il y a un certain nombre de genres du monde du jeu vidéo classique console qu'on ne retrouve pas sur ces plateformes-là. Et donc c'est vraiment dommage pour... Nintendo par exemple ? Oui, alors c'est encore un cas un petit peu à part, hein, très spécifique. Mais aujourd'hui, si vous regardez Modern Combat 3 sur iOS, aujourd'hui c'est la référence du FPS sur cette plateforme-là. Donc effectivement, même si un FPS de guerre, c'est pas un concept qui est extrêmement original, je pense que le fait de l'amener sur plateforme mobile et le fait de le développer à un niveau tel de qualité qu'il devienne la référence, je pense que c'est tout à fait justifié. Et c'est dans cette optique-là que voilà, on conçoit nos jeux et qu'on adapte nos jeux à chaque plateforme. Donc on répond en fait à une demande qui aujourd'hui n'est pas satisfaite, puisqu'un certain nombre d'éditeurs du monde du jeu vidéo n'ont pas forcément les compétences, le savoir-faire, le temps, l'envie d'aller sur plateforme mobile. Et nous, on propose tous ces genres-là qui aujourd'hui rencontrent un très grand succès. Donc on est plutôt content de satisfaire tous ces joueurs-là qui veulent jouer à ce type de jeu. Et alors l'avenir pour Cyril Guillemino, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer demain ? Alors demain, beaucoup de choses, hein, beaucoup d'actualités, vous verrez cette année. On voit plusieurs choses. La première chose, c'est la capacité des techniques des terminaux qui nous sont donnés par les constructeurs, où la croissance de la puissance des CPU, des GPU est vraiment phénoménale. Donc dual core l'an dernier, quad core cette année, donc ça va faire un terrain de jeu vraiment formidable pour nos développeurs qui vont encore pousser plus loin l'expérience de jeu. Donc vous verrez vraiment des productions vraiment hallucinantes chez Gameloft cette année. L'autre point, c'est le freemium et le grand public. Donc ça, c'est la grande nouveauté du marché aussi, c'est que maintenant, plus besoin d'être averti sur le jeu vidéo pour pouvoir jouer. Donc on a un téléphone, un smartphone dans sa poche, une tablette, tout le monde va pouvoir jouer à des jeux de très bonne qualité. Donc on va continuer dans ce sillage-là. Et puis sur des domaines un peu plus précis, pointus techniquement, c'est la convergence. On commence à voir entre le petit écran du smartphone et de la tablette et le grand écran de la télé, où on commence à avoir des jeux sur set-top box, sur smartphone, sur TV connecté. Et les deux vont commencer à parler. Voilà. Donc si je prends l'exemple sur iOS, si vous prenez via AirPlay et l'Apple TV, si vous prenez Modern Combat 3, on a optimisé Modern Combat 3 pour pouvoir jouer sur son grand écran de télé via Apple TV. Donc là, on a une expérience proche de ce qu'on a sur console de jeu, assis dans son canapé, dans son salon, pour pouvoir jouer sur sa télé. Et on aura beaucoup de développement en ce sens, en fonction des technos qui nous sont proposés par les différents constructeurs. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.